Donc le capitalisme a changé de visage, mais il est fondamentalement le même. Hein. Et certains appellent ça austérité, d'autres appellent ça libéralisme, d'autres appellent ça turbo-capitalisme, chacun appelle ça comme il veut. Pour moi, c'est simplement le durcissement du capitalisme. Et donc, par conséquent, le durcissement du capitalisme s'accompagne forcément du durcissement de ce que j'aime appeler la société autoritaire, c'est-à-dire les rapports de domination dans la société, notamment au départ du gouvernement, de l'État, sont d'autant plus durs, d'autant plus violents, que dans le même temps, on exige de la population de reculer dans des décennies en arrière, des 50 ans en arrière, voire plus encore, au niveau de la santé en Grèce, hein, puisqu'il y a des gens qui meurent de la tuberculose aujourd'hui, comme autrefois, et puisque maintenant, on fait à nouveau la queue le matin, quelquefois, dans certaines régions, devant une usine ou devant des grands terrains agricoles, pour savoir si on va bosser dans la journée, quoi. Hein, on fait la queue avec d'autres, comme au XIXe siècle. Donc, cette immense régression, elle est forcément accompagnée d'une répression accrue, de surveillance accrue, qui en plus s'accompagne de conditions technologiques qui permettent de le faire. C'est-à-dire que les progrès de la technologie sont à la fois des moyens pour nous de communiquer entre nous, par-delà les frontières, et par exemple de nous organiser pour faire des convois, par exemple, mais c'est également un contexte dans lequel le pouvoir dispose de moyens dont aurait rêvé la Stasi, la Gestapo et bien d'autres, quoi. C'est-à-dire surveiller nos vies dans tous les domaines, partout où on va, quand on se déplace en voiture, quand on marche à pied, les caméras, les radars, Internet, c'est plus les cookies, c'est les scanners dans vos mails qui savent éventuellement les mots-clés que vous utilisez dedans. Et dans bien d'autres domaines encore, quand vous consommez, quand vous utilisez votre carte de crédit, puisqu'on vous le demande de plus en plus, il faut de moins en moins utiliser le liquide, et dans le nord de l'Europe, il est carrément banni. Vous laissez la trace de votre mode de vie et presque de votre mode de pensée, puisque ça participe aussi à ça. Et quand vous rentrez chez vous, vous avez l'impression que vous pouvez tourner la page et être enfin dans votre intimité, loin des caméras, loin des radars, loin de tous ces renifleurs d'existence. Eh bien, vous avez le compteur Linky qui dit en gros ce que vous faites, quoi. Par exemple, pour prendre que cet exemple parmi beaucoup d'autres. Donc voilà, c'est ça la société qui est en train de se dessiner, en France comme ailleurs. Et en Grèce, on voit ce durcissement du capitalisme s'opérer, mais il n'est pas nouveau dans le monde. Hein. C'est simplement à l'échelle européenne maintenant, quelque chose qu'on a bien vu dans le reste du monde, à beaucoup d'endroits. Et donc c'est vrai que ça ressemble du néocolonialisme par certains aspects, vu la provenance des grandes sociétés qui viennent profiter des situations. Mais en réalité, bon, on va être clair, les 1000 Grecs les plus riches, ils ont encore gagné beaucoup en revenus, alors que les plus pauvres, évidemment, ils s'en prennent plein la figure. Donc la crise, elle profite à certains, hein, comme en temps de guerre. Voilà. Donc pour finir sur le parallèle que tu me demandes avec la France, je dirais qu'en Grèce, il y a aussi donc non seulement une intensité qui n'est peut-être pas la même du fait de ce qu'on vient d'évoquer, mais il y a aussi, je dirais, une lutte antifasciste qui porte des fruits qui me semblent pour l'instant un peu meilleurs. Il faut dire que nos adversaires, ils sont carrément démasqués. Hein. C'est depuis notamment l'assassinat de Pavlos Fyssas que j'avais évoqué dans le film Je le donc je suis, si certains s'en souviennent. On a fait des perquisitions en Grèce dans le domicile des chefs d'Obdoré, et ça nous a permis de savoir que certains avaient à leur domicile beaucoup de reliques nazies, et jusqu'à un exemple d'abat-jour en peau de juif, par exemple, pour vous donner une idée de l'atrocité de ces gens. Et donc du coup, ça nous aide un petit peu à pas tomber dans le panneau en Grèce autant que c'est votre cas peut-être en France, il me semble. Voilà. Le Obdoré est à peu près à 7-8% actuellement du champ électoral, ne progresse pas vraiment, hein, profite un peu de certaines situations, mais globalement il n'y a pas vraiment une grosse évolution contrairement aux rumeurs qui circulent. Et notamment Obdoré, en ce moment même où on parle, est en procès pour l'assassinat de notre camarade Pavlos. Faut dire aussi qu'en Grèce, nos aînés dans le mouvement social, ils ont connu la dictature au pouvoir, donc forcément, ils témoignent de ce que c'est quand le fascisme est au pouvoir. Je ne parle pas de régime capitaliste fascisant qui est dur avec les migrants, qui pratique la répression policière à volo, qui quand même élimine des opposants parfois. Non, là je parle d'un régime vraiment complètement fasciste et qui élimine ses opposants et qui déporte et qui fait plein de choses. Donc oui, il y a quand même une différence de degré. C'est pas une différence fondamentale à mon avis, c'est simplement une différence de degré, de circonstances
qui fait se transformer encore en un régime encore plus dur, celui qu'on connaît déjà et qui n'attend que de changer de forme, si tant est qu'on tire un jour sur la corde, sur la laisse, et qu'on décide éventuellement de nous passer de lui. Voilà. Donc le mot antifasciste est moins refusé aussi dans le mouvement social, il est moins, comment dire, critiqué, comme ça peut l'être quelquefois en France. Il y a beaucoup de gens en France qui ont tendance à dire que les fascistes et les antifascistes c'est la même chose. Ils sont sectaires, ils sont violents, etc. En oubliant fondamentalement l'immense différence entre les deux. C'est qu'il y en a qui défendent les droits humains en général, le droit à la différence, le refus des discriminations, etc. Et puis ceux qui au contraire contribuent à diviser pour mieux régner, ce qui sert au contraire le pouvoir, et c'est l'une des nombreuses raisons pour lesquelles le fascisme n'est qu'un instrument du pouvoir, complètement au service du pouvoir où qu'il soit, parce que le pouvoir il a besoin de diviser pour mieux régner, pour perdurer, et puis aussi parce que le fascisme permet de détourner la colère, la révolte, contre des boucs émissaires en essayant de faire oublier les responsabilités des vrais chefs, des vrais responsables de la société. Merci beaucoup pour ce documentaire, c'était génial de voir en particulier qu'il y a des personnes qui ne parlent pas la même langue que nous, qui finalement s'expriment à peu près dans les mêmes termes que nous. On comprend tout de suite un peu plus ce que ça veut dire être humain, je trouve. Et dans cette perspective-là, justement, je suis un petit peu même très révolté par rapport à ce système un petit peu de domination qui finalement perdure depuis... Justement, quand on regarde dans l'histoire, on appelle ça colonialisme, mais avant il y avait aussi féodalité, avant il y avait etc. Donc on est sur un problème de domination qui peut-être a quelques millénaires en fait, et qui n'a toujours pas été résolu. Et je me pose la question, en observant finalement des gens qui luttent au quotidien, je me dis, ils luttent contre un système de domination, mais eux-mêmes, individuellement, dans leur rapport avec les gens, perpétuent ces systèmes de domination. Donc au final, je me pose la question de l'efficacité d'essayer de changer le monde extérieur, alors qu'en soi, on n'a pas déjà résolu les conflits. Et moi, j'observe ça déjà en faisant ce travail-là, mais aussi en m'entourant de personnes qui sont plutôt en paix avec elles-mêmes. Elles dégagent quelque chose, justement, parce qu'elles ont moins peur, donc elles sont plus ouvertes sur les autres, donc elles mettent moins d'étiquettes sur les autres, donc l'autre se sent moins agressé. Typiquement, donc moi je suis plutôt à gauche, j'ai traîné pas mal autour de différents mouvements, surtout en observateur, et pour un goût d'action un petit peu. Et c'est très facile en fait de coller une étiquette, lui il vote Macron, lui il vote FN, etc. Et au bout d'un moment on ferme tout seul le dialogue. Je trouve ça complètement stupide. Et je trouve que c'est poussé à son paroxysme quand les communistes ou les insoumis n'arrivent plus à parler parce que je ne comprends pas pourquoi. Donc voilà, j'ai pas de questions, c'était juste une remarque, c'était un petit coup de gueule qui met en fait presque autant en colère que des rapports de domination qui dominent un peu tout le monde, les pauvres, vraiment en fait c'est juste la même logique et juste on s'en coupe. Voilà, je vous remercie, bonne soirée à tous. Est-ce que quand tu dis être en paix avec soi-même, est-ce que ça veut dire être par exemple non violent et choisir de dialoguer avec tout le monde, même avec par exemple les militants de génération identitaire ou du GUD, de l'éno-nazi, etc. Dialoguer, bien sûr, c'est des êtres humains. Et non violent absolument, je suppose, d'après ce que tu disais. En fait, je sais pas trop ce que ça veut dire non violent, exactement. En tout cas, la diplomatie, moi, je l'ai pas encore, et je constate que souvent, on la laisse complètement de côté. Donc après, si l'autre il se met à nous tirer dessus, il y a un moment, il y a une question de peut-être par survie essayer de se défendre. Mais je crois qu'on n'en est pas forcément obligé d'être tout de suite à ce stade-là, même si on a très facilement ce déclic qui se fait. Je pense que, pour moi, en fait, la violence physique, surtout dans le monde où on n'a pas vraiment d'autres problèmes que des êtres humains, c'est avant tout qu'on a un problème de communication et un problème de stratégie. Et donc pour moi, c'est une des dernières... pour moi, voilà, c'est plus un constat d'un échec que vraiment un moyen d'arriver à parvenir à nos besoins. Moi, tu vois, je suis poursuivi en ce moment en justice par des militants fascistes de génération identitaire. Le chef français, allemand et italien me poursuivent en justice parce que j'ai participé à bloquer leur bateau en Méditerranée qui avait pour but d'empêcher le sauvetage en mer de migrants. Donc je veux bien parler clairement de gens qui ont affrété un bateau, qui ont rassemblé plein d'argent, notamment grâce aux néo-nazis américains et au Ku Klux Klan,
donc qui ont pensé chez eux, tu vois, pendant de longues semaines, etc., leur projet d'aller empêcher le sauvetage en mer d'enfants et d'adultes, tu vois, et qui sont allés jusqu'au bout malgré toutes les personnes qui se sont exprimées sur ce sujet, l'énorme débat de société que cela a été au printemps 2017. Pardon. Et donc à un moment donné, la question ça a été de savoir quoi faire. Et diversement, on s'est organisé. On a créé notamment un collectif qui s'est appelé Défendre Méditerranea, un collectif des deux rives, mais il faut dire que le bateau est venu très vite d'Amazon, moi avec Chypre et la Crète. Et ça a été la première étape, disons, du blocage de ce bateau, qui ensuite a continué sa route vers la Tunisie, en 2 endroits, puis à Malte, avant de l'abandonner. On a réussi à le faire abandonner alors que les États, et là j'insiste là-dessus, les États, la police, la justice, tout ça l'avaient laissé faire. Pourtant, la délégation interministérielle contre le racisme et l'antisémitisme, ça s'appelle la DILCRA en France, avait déposé sur le bureau du ministre de l'Intérieur, qui est donc le responsable des dissolutions d'organisations prônant la haine raciale et par exemple mettant en place des associations de malfaiteurs. Mais justement, c'était les 2 chefs d'accusation dans le dossier recommandation de dissolution de génération identitaire déposé le 14 juin 2017, donc un mois avant l'opération, sur le bureau du ministre de l'Intérieur qui a choisi de ne pas dissoudre l'organisation en question, au prétexte, comme toujours, de la liberté d'expression. Mais jusqu'où va-t-on aller au prétexte de la liberté d'expression, les amis? Est-ce qu'il n'y a pas un droit qui prime sur la liberté d'expression? Et est-ce que ce droit, ça ne serait pas la liberté de vivre? Dans la mesure où, dans le champ du débat dit démocratique, certains, au prétexte de la liberté d'expression, menacent la liberté de vivre de certains d'entre nous, dans ce cas-là, c'est eux qui s'excluent du débat démocratique. C'est eux qui s'excluent du cadre de ce que nous, on peut considérer comme la liberté d'expression. Et c'est pour ça que dialoguer entre anarchistes, insoumis, parti communiste, comme tu l'évoquais, et bien d'autres, est une chose. Mais dialoguer en considérant que leur opinion vaut la nôtre avec des gens qui prônent la mort, l'assassinat d'enfants, quelle que soit la couleur de peau, là par contre je pense qu'il y a un moment où il faut savoir arrêter de dialoguer et s'interposer. Et donc c'est là que l'antifascisme intervient. L'antifascisme intervient quand, face à la démission de l'État, ou au laisser-faire de l'État, ou même quelquefois la bienveillance de l'État envers certaines organisations fascistes, il est du ressort des individus organisés en collectif d'intervenir, de s'interposer eux-mêmes dans l'illégalité s'il le faut, et avec violence s'il le faut. Voilà, c'est ça l'antifascisme, c'est pas du tout de refuser de dialoguer. Moi je collabore à plusieurs collectifs et sites internet, le mot collaborer peut-être pas le mieux choisi dans ce domaine, et je dois dire que mes camarades de lutte sont des enseignants, des éducateurs, des aides-soignantes, des petits bouts de femmes d'1m50 toutes frêles qui ne toucheraient pas, végétariennes, ou enfin je ne fais pas la liste, mais je veux dire toutes douces, etc., mais qui, voilà, derrière leur ordinateur, avec leurs outils, des bibliothèques aussi, qui vont chercher plein d'informations partout, font un boulot gigantesque pour essayer d'empêcher ces gens-là de nuire. Voilà. Les antifascistes, c'est pas forcément des gens baraqués avec une barre de fer dans une main, une batte de baseball dans l'autre, qui veulent même pas discuter, qui vont directement en découdre. C'est d'abord des gens qui réfléchissent, contrairement à ce qu'on peut croire. C'est des gens qui ont une bonne connaissance de l'histoire, qui savent à quel point il ne faut pas laisser déraper les choses, il ne faut pas laisser les choses aller trop loin, sinon après ça devient difficilement rattrapable, et c'est justement le cas aujourd'hui. Moi, mon métier, tu sais, c'est de faire de la philosophie avec les enfants. Des tout petits même, hein, des enfants de 5 ans, 6 ans, 7 ans, et de m'occuper de gens en difficulté, avec des associations qui luttent contre le suicide, le problème des sans-abri, etc. Je travaille dans ces métiers-là, je travaille dans les prisons aussi. Donc on n'est pas des gens du tout qui sommes éloignés de la discussion. Le logos, la réflexion sur le sens de la vie et le droit à la différence, elle est entière dans ma vie. Elle est au centre de mon existence. Mais par contre, il y a des choses qu'il ne faut pas laisser faire. Et dans ce cas-là, parfois la violence est nécessaire. Et dans la salle, tu vois, il y a des gens qui sont des gens de gauche, comme on dit, membres de certaines des organisations que tu as évoquées,
et qui font référence régulièrement à la résistance, qui font référence régulièrement à la Révolution française, ou même à la Commune de Paris, et qui parfois participent aussi de ce tabou de la violence, alors que dans ces événements auxquels ils font référence, eh bien, c'est quand même des casseurs qui ont pris la Bastille, c'est quand même un prolétariat armé qui a mené essentiellement la résistance alors que le patronat avait largement collaboré, et c'est pour ça qu'à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a arraché un certain nombre de droits supplémentaires. Ou encore la Commune de Paris, avec une fois de plus la réaction du pouvoir en place qui avait extrêmement peur, comme d'habitude. Donc en fait, on a tous des références, on est tous bien contents du confort de nos fauteuils, mais on oublie qu'on est passé par des phases durant lesquelles il a fallu se battre. Voilà. Et quelquefois, ça peut être nécessaire. S'interposer, c'est quelquefois nécessaire. Pense à ceux qui peuvent être opprimés autour de toi, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, leur âge. Ça peut être une personne âgée, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un pour des raisons tout à fait diverses. Et tu peux être amené à t'interposer. Il peut y avoir un groupe de personnes, on est 2, 3, quelques-uns, qu'est-ce qu'on fait? On laisse faire ou pas? Dans le métro, dehors ou ailleurs? Voilà, c'est toute la question. Donc discuter, oui, mais peut-être pas avec qui, peut-être pas avec n'importe qui, peut-être pas dans n'importe quelle condition. Par contre, là où je te rejoins complètement, tu as tout à fait raison, c'est que dans le mouvement social, il y a un sectarisme, en France en particulier, terrible. Mais aussi ailleurs, hein, quand je voyage, je le vois aussi ailleurs. Mais en France, je le trouve particulièrement terrible. Parce que alors qu'on combat un capitalisme qui pratique une uniformité de masse dans la culture, dans l'éducation, dans la formation, dans tous les domaines de la vie, alors qu'on lutte encore plus contre un fascisme dont le fantasme absolu, l'uniformité dans la couleur de peau, la religion, etc., on a tendance à reproduire ce désir d'uniformité à l'intérieur du mouvement social, parmi nous. Alors que justement la devise de nos luttes, parmi d'autres, c'est de vivre ensemble avec nos différences. Donc dans ce cas-là, cultivons-les ces différences. Essayons de nous dire qu'on n'a pas forcément raison sur tout, et de même qu'on a évolué chacun dans nos vies, qu'on a eu des parcours de vie qui font qu'aujourd'hui, avec le recul, parfois, on se dit que on a commis plein d'erreurs, moi le premier. Et souvent d'ailleurs, on se dit, dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, qu'on a perdu beaucoup de temps et d'énergie à des choses qui, avec le recul, nous semblent aujourd'hui inutiles. Donc, soyons un peu plus humbles peut-être par rapport à nos opinions, soyons surtout plus indulgents envers ceux qui ne pensent pas exactement comme nous dans le mouvement social et qui luttent eux aussi, mais peut-être d'une façon différente, pour l'émancipation sociale, l'égalité sociale et la fraternité universelle. Je voulais savoir si les marchés intermédiaires existaient toujours en Grèce et si tu connaissais l'entreprise Biomi, qui est une entreprise qui a été reprise par les salariés, et savoir où ils en étaient de leur production de lessive bio. Oui, alors je suppose que tu veux dire les marchés sans intermédiaire plutôt, hein, sans intermédiaire. Donc en fait oui, ça existe en Grèce ici ou là, c'est presque naturel à la campagne. Hein. Il y a beaucoup de relations directes avec les gens, il y a beaucoup de liens sociaux dans les campagnes en Grèce, notamment dans mon île d'origine, la Crète. Concernant les villes, par contre, c'est bien sûr plus compliqué d'être en lien direct avec les paysans, d'avoir un rapport direct entre producteurs et consommateurs sans tous ces intermédiaires qui non seulement opèrent une ponction économique très importante, mais en plus participent à falsifier un petit peu l'objet de la production, quoi, le sens de celle-ci, et qui, par exemple, participe aujourd'hui à une transformation de l'alimentation en Grèce, quoi, du fait de la transformation justement du produit, par exemple, avant qu'il arrive dans l'assiette. Donc on commence à avoir ces problèmes-là qu'on ne connaissait pas autrefois en Grèce. On commence à avoir des fraises hors sol, des tomates hors sol aussi dans certaines plaines qui ressemblent un peu à la plaine d'Almeria en Andalousie, en Espagne. C'est vrai que ces marchés dans les villes sont très importants. Alors par exemple avec Sarkia, on a un marché comme ça le dimanche matin. Concernant l'usine autogérée Biomé, en fait c'est dans Ne vivons plus comme des esclaves qu'on l'a fait connaître en France, en fait, dans le premier de nos films, avec Makis Anagnostou, un des porte-parole de cette usine qui autrefois produisait des produits polluants, des vernis, des colles, etc. Et qui avait bien sûr un patron, hein, comme vous savez bien qu'on ne peut pas vivre sans chef, on vous l'a dit ça. Hein.
Voilà. Et donc, du coup, un jour, l'entreprise est tombée en faillite. Les patrons ont fui carrément, ils sont partis. Et du coup, les ouvriers se sont dit, là, pour la plupart d'entre eux, allez, on va s'organiser dans l'autogestion. Et du coup, ils se sont aussi posé la question, non pas seulement de la façon de s'organiser, mais aussi, puisqu'ils se sont posé toutes les questions sur ce qu'ils faisaient, ils se sont posé la question aussi de ce qu'ils produisaient. Et du coup, cette mutation, je dirais, sociale et politique, elle est devenue aussi une mutation écologique. C'est-à-dire qu'ils se sont mis à faire ce que tu décris, c'est-à-dire des lessives bio, des produits nettoyants écologiques à base de produits naturels et tout simples, comme faisaient les grands-parents autrefois, quoi. Voilà. Donc, on a souvent les savons biomés sur la table de presse. Actuellement, on n'en a pas, donc on est désolé. On a les t-shirts de l'usine autogérée d'Eva Bellismo à côté de Castelli, le petit village où sont fabriqués entièrement, hein, c'est pas des enfants esclaves du Bangladesh. Hein. Ces t-shirts qui financent aussi la lutte contre l'aéroport à Castelli. Donc vous les avez sur la table de presse, ça vous intéresse à la sortie. Mais on n'a pas de savon ce soir. Voilà. Les biomés, c'est tout un symbole en Grèce, d'autant plus que l'industrie n'est pas très importante en Grèce. Hein. Vous savez, on ne produit pas beaucoup de choses à une grande échelle industrielle, à part des bateaux, et encore. Et donc, les exemples de grosses usines qui sont passées en autogestion sont quand même pas très nombreux en Grèce ces dernières années. Par contre, l'autogestion est très présente dans la société, plutôt dans d'autres domaines. Par exemple, à Exarchia, la spécialité, c'est l'imprimerie, l'édition et la librairie, toute la chaîne du livre et de l'affiche aussi. Et par contre, celle-là, elle est en majorité autogérée à Exarchia. Tu parles de mouvement social à juste titre, puisque c'est le sujet, le thème essentiel de ton film, de notre film. Une interrogation qu'on peut avoir, quelle que soit la sympathie qu'on peut éprouver pour les camarades de lutte, comme tu les définis, et je ne doute pas de la sincérité de cette expression, c'est en termes de débouchés politiques. Alors, je veux bien que ce soit l'amour, qui est un idéal, et que soit considéré comme un aboutissement ultime. Ceci étant, la Grèce est pas mal placée pour parler des régimes politiques. Elle a inventé, chacun le sait, ce régime démocratique. Or, il se trouve que le régime démocratique, finalement, accorde à l'État, et c'est pas un vieux libertaire comme toi que je vais apprendre les choses, une place prépondérante, et que cet État fait tout, comme tu disais tout à l'heure, pour perdurer. Alors, le mouvement social en Grèce et ailleurs, mais parlons de la Grèce, puisque c'est le thème de notre film, quels sont les présupposés, quels sont les processus qui sont mis en avant par l'ensemble de ces militants courageux et extrêmement sincères et authentiques, en termes d'organisation, non seulement sociale, mais d'organisation politique. Tu vas me répondre, ça, l'organisation politique, c'est un deuxième temps, mais on verra après. Quand on sera délivré des fascistes, on verra ce qu'on met en place. Mais tu ne vas pas me répondre ça parce que tu es trop malin. Alors, je te passe la parole. Il faut qu'on me fasse le coup au moins une fois par soirée. Oui, évidemment. Et des préposés qui doivent se passer le mot. Non, mais de toute façon, moi je ne me gêne pas pour dire au public, dans sa diversité, que tout à l'heure, justement, j'ai loué cette diversité en disant qu'elle était essentielle et nécessaire. Par contre, moi je ne me cache pas de mes opinions, je suis anarchiste. Je le revendique haut et fort, c'est mon utopie, mon but, c'est-à-dire que je suis pour détruire le pouvoir. Je suis pour en finir avec le pouvoir, pour en finir avec l'État. Après, je sais que c'est un travail de longue haleine, que c'est pas forcément gagné. J'attends pas le grand soir ou le grand matin. Par contre, la surréaction sociale, si. Je pense que tant qu'on n'aura pas tourné la page de la délégation de pouvoir à des personnes, quel que soit le système politique, qui ensuite peuvent plus ou moins en faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire pas sans mandat impératif, sans révocation des mandatés plutôt que des élus, au consensus si possible, avec des projets qui sont également construits au consensus. Pas l'unanimité, hein. Tout à l'heure, vous vous souvenez, on a parlé d'uniformité comme quelque chose qu'on ne désire pas, et l'unanimité c'est un peu la même chose, c'est avoir tous le même avis. Moi je ne pense pas que ce soit un horizon désirable d'avoir tous le même avis.
Donc je préfère le mot unanimité, le mot consensus, c'est-à-dire faire converger le sens qui diffère pour chacun, de façon à créer des projets communs. Donc moi, mon but c'est ça. D'ailleurs, je l'expérimente en classe, quand je fais des groupes de philo même, je propose aux enfants d'essayer de s'organiser de différentes manières, et surtout je les laisse définir les règles de la parole et eux-mêmes, et la gérer d'ailleurs eux-mêmes, même si moi j'interviens plus spécialement pour poser des questions, puisqu'on est plus dans ce cadre-là quand on fait de la philosophie avec les enfants. Et sur ce chemin vers l'utopie, je remarque que des gens ne sont pas convaincus de cette opinion que je viens d'exprimer ici, même argumentée, et qui ont envie encore d'essayer, et qui ont envie encore d'essayer différentes choses, et qui pensent qu'on peut passer par des réformes, qu'on peut passer par des hommes politiques qui seraient moins pires que d'autres, on pourrait passer par des systèmes un peu moins inégalitaires, par une amélioration du système politique qui irait dans le bon sens, etc. Je l'entends et je reconnais qu'il y a des différences quand même entre certains gouvernants, entre certains régimes. Bien sûr qu'il y a des différences. Mais fondamentalement, pour moi, on ne sera pas sorti de l'auberge tant qu'on ne sera pas véritablement libéré de cette délégation en tout point de la vie, qui ne concerne pas seulement la chose politique, qui concerne aussi, par exemple, la production, qui concerne aussi l'éducation. Je vais même aller plus loin, parce que je suis encore plus radical qu'on le suppose. Je pense que, par exemple, la classe la plus dominée sur Terre, elle n'a pas une couleur de peau particulière, elle n'a même pas un sexe particulier. Cette classe-là, c'est la classe des enfants. Je pense que les premières victimes de notre société, ce sont les enfants. Ce sont eux qu'on prive de la faculté de se choisir, à commencer par juger, puisque se choisir commence par la faculté de vraiment réfléchir et comparer, analyser, et plutôt que d'être abrutis, matraqués de diverses manières, comme vous le savez. Deuxièmement, les enfants, ils sont obligés, dès le plus jeune âge, sauf exemption rare, dérogation rare, la plupart des parents ne savent même pas qu'ils peuvent le faire, d'aller travailler, d'aller au charbon, même si ce n'est pas le charbon d'autrefois au XIXe siècle, même si on a aboli le travail des enfants. En réalité, ils travaillent autant que les adultes. Je parle des adultes qui ont encore du boulot, bien sûr. Ils ont évidemment un emploi du temps qui est calqué sur l'emploi du temps des adultes, puisqu'il est nécessaire de faire ainsi pour libérer les adultes de leur charge de travail, enfin de cette obligation-là, pour qu'ils puissent se consacrer exclusivement, et notamment les femmes, depuis l'école publique gratuite et obligatoire, ça coïncide aussi avec la nécessité pour les femmes de rejoindre la société industrielle, de s'engager totalement elles aussi dans un emploi qui prenait beaucoup de temps, et ainsi donc de permettre aux deux sexes de travailler au maximum pour la bourgeoisie qui commençait à devenir de plus en plus riche. Donc moi je pense que oui, la radicalité de mon opinion, elle va jusqu'à remettre en question l'école telle qu'elle fonctionne, notamment par rapport à l'espace-temps. Je veux dire que la vie c'est du temps et c'est de l'espace. La vie c'est un temps qui est très limité et un espace d'ailleurs qui nous amène à souvent être sédentaires plus qu'on ne le désire, alors qu'on pourrait aussi aller à la rencontre un peu des autres en se rendant compte que c'est la meilleure façon d'aller à la rencontre de soi-même. Et on ne peut pas apprendre la vie, les amis, on ne peut pas apprendre la vie à des gens à qui on confisque. On ne peut pas apprendre la vie à des gens qu'on enferme entre quatre murs pendant au moins 10 ans. En plus, dans une même classe d'âge, ce qui est totalement stérile d'après moi, et qui ne rencontre pas suffisamment des enfants d'autres âges, et surtout des adultes, qui ne se mélangent pas assez avec le reste de la société, qui ne voient pas assez les gens travailler, s'amuser, chercher, flâner, faire autre chose, qui n'ont même pas le temps de s'ennuyer parfois, tant après le travail scolaire, ils rentrent chez eux avec des transports en commun fatigants. N'oublions pas que leur pause est beaucoup plus fatigante que la nôtre, quand le billet d'eux doivent faire la queue, sont traités comme des numéros, mangent n'importe quoi, entendent du bruit à longueur de journée. Vous savez, comme le bruit c'est fatigant, les enseignants ils en savent quelque chose par exemple. C'est épuisant, et encore eux ils ne passent pas autant de temps à l'école que les enfants bien souvent. Et donc ensuite ils ont des devoirs en plus à la maison. Vous rentrez du boulot, vous avez des devoirs à la maison vous ? Et votre cartable est aussi lourd que celui de votre gamin. Donc voilà, je pense qu'on les oublie aussi, et ça fait partie aussi du désir de changement de société. C'est-à-dire qu'on peut faire ce qu'on veut, on peut créer des œuvres d'art, on peut faire des films, des livres, des photos, faire plein d'autres choses encore pour essayer de transformer l'imaginaire social de façon à ce qu'il soit un peu moins institué, un peu plus instituant. Mais les premières personnes à émanciper pour avancer en chemin, je pense que c'est les enfants. Je pense qu'on a encore un énorme travail à faire, et même si par exemple j'adore la pédagogie freinée,
qui a participé à ma vie aussi, à ma construction personnelle. Je pense qu'il faut aller encore plus loin et que nos destins sont liés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les emplois du temps des uns sont liés aux emplois du temps des autres. Si on nous oblige les uns à travailler autant de temps, quand on a du boulot bien sûr, et si les autres sont concernés également par le même calque, c'est pas par hasard, c'est parce que tout ça est construit ensemble. Pour ce qui est de mes camarades en Grèce, globalement dans mes films, vous savez bien que la tonalité la plus importante est libertaire, anarchiste, anarcho-syndicaliste aussi, autogestionnaire. Il y a différents courants. Par exemple, Mimi est membre du mouvement anti-autoritaire pour la démocratie directe, donc Alpha Kappa, Antioxastiki Kinesi et Tenemes Demokratia, ou encore Yorgos de Lourikonas est membre de la fédération anarchiste en Grèce avec son groupe, qui est donc membre de cette fédération, Anarchiki Homospodia. Et il y a différents courants, mais aussi vous avez des personnages. Bon, avec Sarkia, c'est majoritairement des libertaires et bien sûr des révolutionnaires, des personnages de nos films. Par contre, à Thessalonique, par exemple, ceux qui luttent contre les expulsions et les saisies de logement, ou encore à Athènes aussi, parce que c'est le cas également à Athènes, sont plutôt des membres de la gauche anti-austérité, anticapitaliste, voilà, globalement. Donc c'est le cas de Ilias ou de Yorgos, par exemple, à Thessalonique. Et pour finir en Crète, il n'y a pas spécialement une étiquette qu'on puisse mettre sur le front des uns ou des autres. Il y a vraiment une grande diversité, parce que c'est des gens qui se sentent agressés par un projet invraisemblable et qui, pour certains, se sont politisés à l'occasion de ce qu'ils ont subi ces derniers temps. Donc oui, je suis très heureux de cette diversité. J'ai pas spécialement envie de faire des films avec que des libertaires, même si, comme vous l'avez compris, c'est l'utopie qui me meut. Et c'est l'utopie principale que je vois traverser en ce moment, cette période en Grèce, et se construire et diffuser largement autour d'elle, y compris parmi des gens qui pour l'instant ne sont pas libertaires, mais qui sont quand même empreints de ces idées, même s'ils utilisent encore certains outils, on va dire archaïques, pour faire de la politique, parce qu'ils croient encore pouvoir en faire quelque chose, ou faire barrage, par exemple, éviter le pire. Mais plus globalement, je pense qu'en ce moment en Grèce, et depuis des années, notamment à travers les émeutes de 2008 qui ont vu des combats de rue gigantesques et plus de 300 banques et magasins de luxe brûlés durant un mois, durant là aussi les années 2010, 2011, 2012, avec des expériences de démocratie directe très importantes, à l'instar du M15 en Espagne, du mouvement des Indignados. On a un mouvement des places en Grèce qui a été très important. Ou encore le mouvement pour l'autogestion qu'on a vu se développer surtout à partir de 2012 jusqu'à aujourd'hui, notamment dans le domaine de la santé, mais aussi dans d'autres domaines. C'est un peu le sujet de Ne vivons plus comme des esclaves. On a acquis une grande expérience. Mieux que n'importe quel tract, on a montré à des dizaines de milliers de personnes qu'on peut, par exemple, prendre des décisions au consensus à 15 000 sur la place de Syntagma, ou encore qu'on peut soigner, que le mouvement social, reprenant la formule de Durruti, de reprendre à terre tout ce que l'État abandonne en termes de prérogatives sociales, ne gardant que ses prérogatives punitives sous la dictée de la Troïka, nous on reprend à terre, selon la devise de Durruti, on reprend à terre tout ce que l'État abandonne en termes de solidarité, et on l'organise dans l'autogestion, dans le mouvement social, dans la gratuité, à destination de dizaines de milliers de personnes qui, à mon avis, sont beaucoup plus convaincues par ça que par n'importe quel tract. C'est pour ça que je pense qu'actuellement il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose en Grèce, mais même aussi ailleurs. Et on ne sait pas jusqu'où ira ce semi-profond qui nous rappelle qu'on est capable tous les uns et les autres d'autre chose. Toute société, pour conclure, toute société, elle est basée sur une vision que nous avons de nous-mêmes à titre individuel et collectif. C'est-à-dire, est-ce que nous nous pensons capables de vivre autrement? Est-ce que nous sommes condamnés à rester abrutis devant des téléviseurs, à accepter ce qui en sort en termes de modèles, en termes de publicité, de consommation, de divertissement, qui fait souvent diversion, ou encore d'information, qui est plutôt de la désinformation bien souvent, au service du pouvoir en place, puisque la plupart de ces médias appartiennent au pouvoir économique. Et donc, la réponse pour moi, elle est non. Depuis très longtemps, il y a une opposition entre différentes façons de voir la société, et en premier lieu l'humain, par rapport à sa faculté de vivre autrement. Il y a ceux qui, comme Thomas Hobbes dans le Léviathan, disent que l'homme est un loup pour l'homme, reprennent des vieilles locutions à ce sujet. Donc si l'homme est un loup pour l'homme, dans ce cas-là, il faut organiser, construire une société basée sur un pacte avec des chefs, avec des arbitres,
qui vont gérer les choses, tel l'État aujourd'hui, le gouvernement, et qui vont faire en sorte qu'on ne va pas s'entretuer. Parce que c'est la seule chose qui pourrait nous arriver si on était libre, si on s'organisait nous-mêmes d'après ce postulat, d'après ce présupposé, puisque tu évoquais le mot présupposé tout à l'heure. Et à l'inverse, il y en a beaucoup, quels que soient les courants politiques d'ailleurs, parce que Rousseau c'était pas forcément un anarchiste, qui pensent qu'au contraire, l'être humain il est tout à fait capable d'autre chose, mais seulement il faut aussi construire une société qui lui permette de développer ses principales qualités. Parce que comme l'a montré Kropotkin et beaucoup d'auteurs dans l'histoire, de scientifiques, l'évolution humaine, elle ne s'est pas construite uniquement sur la sélection darwinienne et les théories de Lamarck. L'évolution humaine, c'est aussi la coopération, c'est aussi l'entraide. On est capable de ça. Moi, je n'ai pas vu de libertaires, d'anarchistes, de violents. J'ai vu des anticorps. Et j'ai vu un corps vivant et qui s'appelle, heureusement encore, démocratie. Parce que la République grecque s'appelle la démocratie. Et donc, je vois vraiment, comment dire, une démocratie qui ne veut pas se laisser abattre et qui fait donner ses anticorps, c'est-à-dire ce qu'il y a de plus généreux en elle. Donc, c'est vrai que ça a un lien avec la vie, et la vie a un lien avec la mort, avec l'amour. Et donc, et qu'on a affaire maintenant non plus, comment dire, à des situations d'État comme on l'avait décrit à l'époque hegelienne, etc. Mais on a affaire maintenant à un retour aux privilèges du Moyen-Âge, à des sociétés de caste, à des féodalités, et à une volonté d'affermer les humains. Donc, la situation a changé. Il faut savoir changer de cadre et de grille de lecture. Et je crois que ce film y participe. Merci beaucoup. Oui, pour moi, je voulais dire que le quartier d'Exarchia est très vivant. Il grouille de vie dans le sens où il ne se laisse pas faire, il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Quand j'y suis, pour moi, c'est comme un poumon. C'est la liberté pour moi. J'ai peur de rien dans ce quartier. Je me sens très bien. Et je voulais savoir, ce qui m'inquiète, c'est la vue du gouvernement grec, le projet qu'a le gouvernement grec vis-à-vis de ce quartier. Qu'en est-il véritablement? Est-ce que c'est du matraquage pour faire peur aux gens qui sont arrivés dans leur télévision ou radio? Est-ce que c'est une propagande de vouloir, d'avoir le projet d'éradiquer ce quartier? Enfin, je l'entends comme ça. Qu'en est-il véritablement de manière authentique, quoi? Parce que si ce quartier-là était pénétré par le gouvernement, par la police, par masse, par tout ce qu'on veut, là, le peuple grec sera en danger. Voilà, je le ressens comme ça. Qu'en est-il, quoi? Parce que ça m'inquiète beaucoup. Je suis inquiet aussi quand tu parles, je t'écoute avec beaucoup d'émotion. Ça m'inquiète énormément. Hier soir, il s'est encore passé des choses par rapport à ça. Par exemple, la représentante du Parti socialiste grec, qui a changé de nom, évidemment, qui s'est regroupée dans une coalition, une mini-coalition, pour essayer de faire oublier son terrible passif, a rejoint les positions de la droite et de l'extrême droite concernant l'éradication d'Exarchia. Il faut nettoyer Exarchia, donc maintenant presque tout le champ politique le dit, excepté pour l'instant le gouvernement qui parle plutôt de choses qui ressemblent à de la gentrification. C'est-à-dire, remettre un peu d'ordre. Vous avez vu l'intervention de M. Kostas, qui en fait a démissionné récemment. Donc ce général à la retraite, il n'est plus ministre du citoyen, c'est-à-dire ministre de l'Intérieur en fait. Et donc du coup, en fait, on est en train d'observer l'évolution de la politique gouvernementale sur ce plan-là. Pour l'instant, il n'y a pas de grand changement, c'est-à-dire qu'on a une gentrification qui s'opère, avec des loyers qui deviennent de plus en plus chers à Exarchia et aux alentours. Bon, c'est vrai qu'on est près du centre-ville, hein, mais c'est du fait aussi de l'achat, par exemple, massif par des hommes d'affaires chinois de 200 logements qui sont passés à Airbnb aussi à leur tour. Et en plus, il se trouve que ces deux hommes d'affaires chinois qui étaient présents à la foire économique
de Thessalonique, dont l'invité d'honneur était la Chine, a accueilli par 6 places en personne. Donc on peut se poser quand même quelques questions sur le sens de tout ça. Vous savez que la gentrification, partout dans le monde, a pour vocation de remplacer les populations des centres-villes, hein, parce que ce sont des lieux névralgiques, ce sont des lieux stratégiques. Et on l'a vu avec la Commune de Paris, par exemple, au même titre que, par exemple, l'élargissement des rues, des avenues, de façon à éviter la possibilité de faire des barricades. Donc c'est la stratégie du Paris d'Haussmann, par exemple. Donc il y a cette tentative-là. Il y a aussi ce projet de métro qui est évoqué par Vangelis quand il parle d'Exarchia. Un projet de métro qui n'est pas nouveau du tout et qui, à mon avis, ne verra pas le jour parce qu'il sera systématiquement saboté. Mais si jamais il se faisait, bien sûr, ça serait un gros problème, à la fois pendant les travaux qui bloqueraient le centre-ville, et aussi le centre du quartier, et aussi par la suite, parce que ça amènerait aussi une hausse des loyers, par exemple, et une nouvelle population dans le quartier qui ne s'intéresserait pas forcément à ce qu'on y fait pour l'instant. Donc c'est la stratégie soft, on va dire, du pouvoir, c'est celle qu'on connaît actuellement, et qui quand même pose problème. Voilà. Qui de coup pose d'autant plus la question de l'occupation, la nécessité d'occuper, et pas seulement de louer, de vivoter comme on peut. C'est pas qu'une question de culture, c'est aussi une question économique et politique de s'attaquer à la question de la propriété à l'intérieur du quartier. Ensuite, concernant la droite, et donc le Parti Socialiste aussi qui l'a rejoint récemment, et surtout l'extrême droite aussi, qui est extrêmement virulente envers le quartier d'Exarchia, et en général tous ceux qui participent selon eux, donc PS, droite et extrême droite, à l'insécurité, je cite, et à la criminalité. Donc ils citent en premier lieu le groupe Roveconas, qu'il faut soi-disant dissoudre. Bon, il se trouve qu'il n'est pas organisé en organisation formelle, donc il sera difficile de le dissoudre. Par contre, oui, les mettre tous en prison et pour des peines longues, c'est le désir de beaucoup de politiciens et de chefs économiques aujourd'hui. Pour l'instant, ça ne marche pas comme vous l'avez vu dans le film. Alors la droite, est-ce que vraiment, c'est ta question aussi, est-ce que vraiment elle envisage, si elle arrive au pouvoir, comme ça va peut-être être le cas au printemps prochain, printemps 2019, au mois de mai 2019 plus précisément, est-ce qu'elle va aller jusqu'à envoyer 5000 policiers militaires dans le quartier pour nettoyer le quartier, je cite. Moi je pense qu'elle en est capable. Je pense qu'elle en est capable. Ce sera effroyable. Ça sera effroyable. Mais je pense qu'ils en sont capables au niveau de la volonté. Par contre, au niveau du résultat, je pense qu'ils n'en sont pas capables. Je m'explique. Je pense que même avec autant de blindés que vous voulez, Exarchia ne cédera pas. C'est-à-dire qu'il y aura des gens qui vont se déplacer, qui vont revenir. Et dans les années 91-93, il y avait déjà eu des maths, des policiers CRS, tout ça, qui étaient en grand nombre au centre du quartier. Et finalement, un jour ils étaient repartis. Voilà. Le pouvoir avait abandonné. Je pense que même si temporairement le pouvoir peut donner l'impression d'un nettoyage, ça ne sera que éphémère. C'est un peu la même chose pour nos lieux, comme par exemple le Cavox à Exarchia, qui une fois tous les 2 ans est évacué. Le local est abîmé, il y a des destructions de matériel à l'intérieur, et cadenassé avec éventuellement un rideau de fer rapidement, grâce à une intervention tôt le matin avec beaucoup de policiers équipés. Et en fait, dès le lendemain ou le surlendemain, on casse les cadenas et on recommence, tout simplement. Donc à mon avis, oui, l'adversaire ne sera pas le même, mais je ne pense pas qu'il gagnera pour autant. Par contre, si vous voulez faire quelque chose pour Exarchia, c'est pas seulement soutenir Exarchia comme nous on essaie de le faire. Par exemple, avec ce film et avec la table de presse, on aide le groupe Roveconas dans ses frais de justice depuis longtemps, à un certain niveau, avec des versements de 1500, 3000 euros, quelquefois beaucoup plus. Et donc il faut beaucoup de projections de débat pour pouvoir le faire. Et également, on aide des lieux pour les migrants, comme le Notara, ou le Spirit de Coupi aussi, numéro 17 de la rue du même nom, ou encore le dispensaire médical du quartier, puisque pour nous c'est vraiment le quartier avant tout de la résistance, même si ce n'est pas le seul, c'est le principal quand même. Donc pour nous, tous les outils qui sont disponibles à l'intérieur du quartier sont très importants à garder affûtés, disponibles pour l'ensemble de la population et pour ceux qui luttent en particulier. Maintenant, la solution c'est d'avoir plusieurs Exarchia, de multiplier les Exarchia, sans paraphraser quelqu'un, 10, 100, 1000 Exarchia.
en Grèce, mais aussi ailleurs, quoi. Et des exarchias en France, des rouvikonas en France, rouvikonas. Je pense que c'est aussi ça l'enjeu. Je veux dire quoi? Je veux dire que l'utopie, l'enjeu majeur de l'utopie, il est déjà écrit dans le nom de l'utopie, c'est-à-dire le problème du lieu, topos, le lieu. On a besoin de trouver un lieu pour expérimenter, pour essayer une autre façon de vivre, de nous organiser, de vivre ensemble avec nos différences et prouver qu'on peut vivre autrement. Et c'est pour ça que le pouvoir, ce qui craint beaucoup aussi, c'est l'alternative. C'est de montrer qu'on peut vivre autrement et c'est pour ça qu'il essaie d'empêcher ces poches de résistance et ces laboratoires et ces expérimentations de se développer. La ZAD était dangereuse, c'est pour ça qu'actuellement on essaie de régulariser la situation et d'essayer de faire passer tout ça sous les fourches codines de la légalité et de l'État. Et ailleurs dans le monde, actuellement, vous savez que le Rojava est attaqué assez violemment et en fait, en réalité, derrière les armes d'Erdogan ou de l'autre côté également, ce sont aussi les armes américaines et russes, et contrairement à autrefois où il y avait les armes américaines qui étaient parachutées sur les Kurdes du Rojava qui essaient de pratiquer une démocratie directe et un sanctuaire féministe au milieu d'une région qui n'était pas beaucoup. Aujourd'hui, les choses ont beaucoup changé, c'est une véritable menace, de même que le Chiapas actuellement qui est menacé lui à son tour. Tout ce qu'on peut essayer de développer comme poche de résistance est menacé parce que donne de mauvais exemples. Et la plus grande des libertés de chacun d'entre nous individuellement et collectivement, c'est l'imaginaire, c'est d'arriver à imaginer un monde différent. C'est à cette condition-là qu'on peut avoir la volonté de changer les choses. Et c'est aussi ça qui génère la résignation. C'est le fait que beaucoup de gens ne savent pas par quel bout commencer, quoi. Et en réalité, on sait qu'on peut vivre autrement. On a des exemples très nombreux. Exarchia est un de ces exemples. C'est pour ça que non seulement il faut l'aider à continuer, mais aussi il faut essayer de reproduire d'une autre façon, chacun en inventant à sa propre façon d'autres modèles d'alternatives. Donc il y a beaucoup de gens quand même dans la population qui ne tombent pas dans le panneau, qui comprennent que c'est une affaire de corruption, une affaire de gros sous, et qu'une fois de plus, les très riches se moquent du monde. Avec tous leurs valets, bien sûr, parce qu'ils ne gouvernent pas tout seuls, ces gens-là. Hein. N'oublions pas quand même qu'ils ne sont pas 1%. Hein. C'est une vue de l'esprit, ça. Moi, je ne suis pas du tout d'accord avec cette formule, malgré toute mon amitié pour certaines personnes qui défendent cette théorie. Je ne suis pas du tout convaincu qu'on soit 99% contre 1%, parce que parmi ces 1%, et là, c'est là qu'on revient sur ce dilemme de savoir qui est qui, dans ces 1%, en fait, qui sont donc en réalité beaucoup plus nombreux, il y a des gens qui sont les valets du pouvoir et qui lui permettent de se maintenir en place, qui sont très nombreux à le faire, hein, dans tous les rouages de la société, dans tous les domaines de la coercition, ainsi que, par exemple, les fascistes, je ne suis pas convaincu qu'ils soient dans notre camp pour essayer de changer les choses vers cette émancipation. Au contraire, ils sont plutôt d'avis de renforcer le pouvoir. Et c'est les grands actionnaires qui dirigent la planète aujourd'hui. La vraie bagarre, elle est contre les grands actionnaires. La démocratie, c'est juste une espèce d'interface bidon entre les grands actionnaires et la population. Mais elle est bidon, on voit bien qu'elle est bidon, puisque de toute façon les promesses ne sont jamais tenues. Donc voilà, c'était juste... merci en tout cas pour le film. J'ai choisi dans mes films de vous montrer à chaque fois, non pas de m'attarder longuement sur la souffrance et sur... ce qui nous arrivait, ce qui nous tombait du ciel, c'est-à-dire du pouvoir. Hein. Parce que ça, c'est déjà fait dans des reportages télé qui apportent quelquefois, qui posent quelquefois relativement bien les problèmes, quoique je ne les suive pas, puisque moi-même, je n'ai pas la télé, mais par contre, qui n'apportent pas vraiment les solutions que nous, on propose dans ces films. Solutions en termes de résistance, de façon de s'organiser pour se faire, mais aussi dans l'autogestion, et en particulier dans la volonté de prendre nos vies en main. Pas de reprendre nos vies en main, c'est pas reprendre nos vies en main. On ne les a jamais pris en main, nos vies. Hein, c'est pas reprendre nos vies en main, c'est prendre nos vies en main tout court. De même que la démocratie, je ne pense pas qu'elle ait vraiment complètement existé. Si vraiment c'est le mot que vous voulez absolument garder, même dans l'Antiquité grecque, il y avait une majorité d'esclaves, de métèques, de femmes, de gens qui avaient pas 21 ans, à une époque où on ne vivait pas vieux, des gens qui ne payaient pas l'impôt, donc qui n'avaient pas droit au chapitre non plus, des gens qui n'étaient pas valides pour aller à l'ecclésia. Donc bref, c'était 3%, donc c'était comme aujourd'hui. Donc si on veut aller plus loin, il faut se poser un certain nombre de questions. Est-ce que le confort dans lequel on se trouve nous convient? Est-ce que ça suffit pour notre bonheur? Pour ceux qui sont dans le confort, bien sûr. Je parle ici à Joigny, pour ceux qui sont venus jusqu'ici et qui ne souffrent pas plus que ça chez eux, même si parmi les jeunes comme parmi les retraités, il y en a plein qui souffrent beaucoup plus qu'ils ne l'avouent.
et puis qui voient cette souffrance partout autour d'eux, et puis de toute façon on est tous concernés par ce nombre de choses qui se passent autour de nous, à commencer par la question écologique. Bref, moi il me semble que le pouvoir, puisque ce soir le sujet a tourné autour de l'anarchie, et je pense que le responsable est à côté de moi, puisque le sujet a un peu tourné autour de l'anarchie, moi je voudrais rappeler une chose toute simple. C'est que le pouvoir est un voleur de vie. Le pouvoir nous vole nos vies. Il nous vole nos vies tout d'abord parce que, comme on vient de l'évoquer tout à l'heure, il détruit la terre et tout ce qui y vit, humain et pas forcément humain. Et il nous mène droit dans l'impasse en nous faisant croire qu'on peut continuer à l'infini une croissance et un système économique pareil, alors que le monde, on le sait bien, en tout cas la planète, est fini. Donc on va droit dans le mur. Et la question c'est quand c'est qu'on arrête, quand c'est qu'on freine, comme disait une chanson célèbre. Le pouvoir nous vole nos vies aussi parce qu'il y a beaucoup de gens autour de nous dont la vie est précaire, dont la vie est menacée, dont la vie est assassinée parmi les manifestants, parmi les prolétaires, les plus pauvres, ceux qui n'ont rien d'autre que leurs bras pour essayer de gagner un peu d'argent. Parmi tous ceux qui ne peuvent pas se soigner correctement, tous ceux dont on a promis sans cesse qu'ils ne resteraient pas dans la rue. Même Sarkozy a promis qu'il n'y aurait plus de sans-abri. Et enfin, le pouvoir nous vole nos vies aussi, parce que quand bien même certains d'entre nous vivent confortablement, quand bien même certains pourraient se suffire de leur pain et de leur jeu, le pouvoir nous prive néanmoins de la possibilité de choisir singulièrement nos vies de façon beaucoup plus marginale qu'elles ne le sont aujourd'hui, de notre possibilité collectivement d'essayer quelque chose sur une ZAD ou dans un exarchat par exemple, et nous prive de la possibilité surtout globalement de nous organiser tous ensemble. Le pouvoir nous vole nos vies, qu'on vive bien ou qu'on vive mal, parce que tout simplement c'est pas forcément la vie qu'on a choisie, chacun et ensemble. Vivre c'est autre chose. Vivre c'est d'abord exercer notre faculté de juger, envisager tout ce qu'on pourrait faire. De même qu'avec les enfants, quand on fait de la philosophie sur la question de la liberté, souvent le premier réflexe est tout petit, c'est de dire que être libre, c'est faire ce qui nous passe par la tête. Et tout le travail de la philosophie, c'est de faire comprendre que peut-être qu'il faut aller un peu plus loin. Et que la liberté, c'est justement peut-être pas faire ce qui nous passe par la tête, et encore moins obéir à ce qui passe par la tête à d'autres, mais chercher, parmi tout ce qui nous passe par la tête, parce qu'il y a plein de choses différentes et contradictoires qui nous passent par la tête, chercher aussi parmi tout ce qu'on peut trouver à lire, tous les échanges qu'on peut avoir, les rencontres qu'on peut faire, et ainsi faire notre chemin, avancer les uns et les autres, en nous pollinisant réciproquement. Et c'est toute la différence. Donc la vie, elle a à s'inventer, et cette invention, eh bien, elle est brimée, elle est limitée, elle est bloquée par ce pouvoir. C'est aussi en ce sens-là que le pouvoir nous vole nos vies. Donc pour moi, c'est tout simplement un appel à la vie que d'appeler à la mort du pouvoir. Parce qu'il y a deux définitions du pouvoir. Il y a le pouvoir en tant que nom et le pouvoir en tant que verbe. Et pour pouvoir en tant que verbe, il faut se sortir, se libérer, se débarrasser du pouvoir en tant que nom. Ce pouvoir en tant que nom qui veut dire tout simplement le rapport de domination des uns sur les autres, de quelqu'un sur quelqu'un d'autre. Alors que le pouvoir en tant que verbe, c'est simplement pouvoir chacun avoir la capacité de, par exemple, de réfléchir et de choisir sa vie. Et de s'entraider, par exemple, et de s'organiser, de coopérer, de vivre ensemble heureux, et dans la paix, bien sûr, et dans la paix. Mais il ne peut pas y avoir de paix tant qu'on est en guerre économique et sociale. Donc, bien sûr que c'est un appel à la paix, mais à condition qu'on puisse vivre dans l'égalité, le respect, la justice, la liberté, et à cette condition dans la fraternité. Avec tout le monde à ce moment-là, bien sûr avec tout le monde. Il n'y aura pas de problème à ce moment-là. Mais en attendant, tant qu'on se fera marcher dessus, on ne se laissera pas faire. Merci beaucoup à toutes et à tous. Merci.